C'est l'heure du grand dossier, soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, impôt que paient vraiment les riches. Deux bombes à fragmentation en plein débat budgétaire. Un, le rapport annuel de l'INSEE sur la situation des Français les plus riches. Conclusion, ce club très fermé a vu ses revenus s'envoler de façon vertigineuse depuis 20 ans, creuser un fossé abyssal avec les 99,9% des Français qui sont dans une autre catégorie. Donc, et attention, les chiffres, ils sont là, ils sont effarants. Entre 2002, 2003 et 2022, leur revenu moyen a plus que doublé en euros courants, c'est plus 119%. Âge, région, qui sont vraiment les ultra-riches dont les revenus s'envolent? On vous dit tout dans un instant. Et bombe à fragmentation numéro 2, possédez-vous l'électricité, l'eau courante ou encore les WC? Vous l'ignoriez peut-être, mais vous vivez un petit peu dans le luxe, en tout cas ce que pense Bercy, qui annonce une hausse de la taxe foncière. Êtes-vous concerné? En tout cas, le débat il est explosif. Il monte, il monte, il monte. Regardez, écoutez. Et vous n'avez pas expliqué aux gens que c'est bien, ils ont la douche chez eux, donc on va les taxer. Vous ne pouvez pas expliquer aux gens qu'ils ont un ascenseur chez eux, on va les taxer. Je ne comprends pas cette décision et j'espère qu'elle n'ira pas à son terme. Il s'agit juste de généraliser une règle qui aurait déjà dû l'être par avant. Donc on savait que ce gouvernement était un ennemi du pouvoir d'achat des Français et notamment des propriétaires qui sont devenus, et je le déplore, les vaches à lait du gouvernement. Nous nous opposons totalement à cette nouvelle trouvaille qui vise encore une fois à prendre de l'argent dans la poche des Français et des Françaises et à refuser de faire contribuer les plus riches de ce pays. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Christian de Boissieu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président du Cercle des économistes. Renaud Pila, bonjour et merci également. Vous êtes éditorialiste politique LCI. Valérie Nataf, bonjour à vous. Éditorialiste politique LCI aussi. Yves Gégaud, bonjour à vous. Bonjour. Ancien ministre, directeur de la publication de la lettre du Made in France. Et merci Philippe Véran. Merci d'avoir accepté notre invitation. PDG de Biotech Dental et vous êtes la 251e fortune de France. Vous avez beaucoup fait parler de vous ces dernières semaines. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Avant de vous entendre, on pose les choses, on pose les faits. On va en parler ensemble, Christian de Boissieu. On va aller plus loin sur cette question des ultra-riches. C'est ce qu'on en sait aujourd'hui. Regardons précisément, Christian de Boissieu, qui est concerné. L'INSEE s'est focalisé sur les 0,1% de Français disposant des revenus les plus élevés, soit 40 700 foyers. C'est écrit en grand ici. Un couple de quinquagénaires plutôt, voilà pour le profil type, urbain, francilien, un petit groupe très aisé qui vit pour moitié en Île-de-France, surtout à Paris, dans les Hauts-de-Seine, un peu plus âgé que le reste des contribuables. Entre 2003 et 2022 maintenant, leur revenu moyen a plus que doublé en euros courants, je vous le disais, plus 119%, une augmentation qui est bien supérieure à l'inflation. Comment on explique, Christian de Boissieu, cette envolée? Bon, d'abord, je ne suis pas dedans, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt pour en parler. Il y a essentiellement, c'est pas principalement les salaires ou les retraites qui expliquent la différence, ou cet écart grandissant, c'est deux choses. L'évolution de la bourse, bon, qui a été positive dans le sens de la hausse, et qui fait que, en quelque sorte, ceux qui placent plus en bourse en profitent plus, mais n'oubliez pas que la bourse, ça peut aussi baisser. Il y a des périodes où ça a baissé. Sur la période 2003-2022, c'était plutôt favorable pour ceux qui avaient des actions. Et deuxièmement, les prix de l'immobilier ont beaucoup monté à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'en France, en tout cas à Paris, ils ne baissent pas beaucoup, les prix de l'immobilier. Donc là, c'est à différence de la bourse, il y a une asymétrie, si vous voulez. Mais je dis, à mon avis, ça explique peut-être la moitié ou les deux tiers de ce creusement d'inégalité que vous évoquez de revenus. J'ajoute un point qui me paraît important dans les débats. On parle des revenus, on ne parle pas des patrimoines. Je dis ça parce que dans les débats sur la taxe Zuckman, on a souvent confondu revenus et patrimoine. Là, on parle des revenus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'inégalité du côté des patrimoines, elles sont même souvent plus fortes. En 2003, les foyers à très haut revenu gagnaient déjà en moyenne 95 fois plus que les ménages les plus modestes. Regardez ce graphique et regardez comme l'écart est en train de s'agrandir. Encore l'écart avec le quart des foyers déclarant des revenus les plus faibles s'est accru, Christian de Boissieu, de manière spectaculaire. Oui. Racontez-nous ce que l'on lit à travers ces lignes-là. Ce qu'on lit, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le creusement des inégalités. Je veux dire, il y a un facteur. Là, on parle de la France. Je pense que si vous travaillez sur d'autres pays, vous avez la même évolution, c'est-à-dire la mondialisation
qui a des effets positifs. Je ne suis pas en train de la condamner. La mondialisation a plutôt réduit les écarts entre les pays et accentué les inégalités dans chaque pays. Donc c'est ce qu'on constate. En quelque sorte, l'ouverture profite à tout le monde, mais elle profite plus à certains qu'à d'autres. Voilà. Et on retrouve la bourse, on trouve sans doute le phénomène des start-up, dont on va parler avec votre invité. Et on trouve l'immobilier. Alors, le taux d'imposition, il faut qu'on en parle pour ces plus aisés. Je vous invite à vous retourner un peu vers nos téléspectateurs. Je me tourne. En 20 ans, le taux d'imposition des foyers à très haut revenu a plutôt baissé, nous indique également ce rapport, alors qu'il restait assez stable pour les autres contribuables. De 29,2% en 2003, le taux moyen d'imposition des ultra-riches, vous le voyez ici, est passé à 25,7% en 2022. Ils ont été les grands gagnants de ces dernières années. Alors, il y a eu l'effet de la flat tax, l'impôt de 30% sur le revenu du capital, alors qu'avant, il y avait une taxation progressive au titre de l'impôt sur les revenus du capital. Il y a un certain nombre de mesures. Mais je veux dire, ce qui me frappe dans les débats franco-français, ça fait 2 mois qu'on parle de la fiscalité, j'aimerais bien un jour qu'on parle des dépenses. Bon, mais j'espère que vous me réinviterez le jour où on parlera enfin des dépenses publiques. Bien sûr. Et continuons à parler des impôts. Je veux dire, il y a une autre lecture de la même, de la même enquête qui consiste à dire que les 10%, alors là ce sont les 0,1% dont vous parlez. Exactement. Bon, si vous prenez les 10% de Français les plus favorisés, ils ont quand même payé 75% de l'impôt sur le revenu. Donc, je veux dire, tout ça, il faut plusieurs angles d'attaque pour nuancer un peu les conclusions. Merci Christian de Boissieu. On continue d'en parler avec vous, notamment Philippe Véran. Où vous situez-vous? Quel est votre regard? Et je vais être un petit peu provoque pour commencer, mais êtes-vous de ces Français qui disent « Merci Emmanuel Macron, nous avons été favorisés par vos quinquennats » ? C'est une question difficile. Moi, j'avais quand même une précision à apporter. Vos analyses sur 20 ans de vie et sur peu de personnes, c'est aussi un facteur de réussite de peu de personnes qui, aujourd'hui, à l'échelle d'un pays comme la France, est pas, je vais presque dire que c'est presque pas assez nombreux. Donc, il faudrait regarder dans notre pays comment les choses se sont passées. Mais 20 ans de vie, c'est une carrière, hein. Donc pour des gens qui peuvent avoir une réussite très importante parce qu'ils ont créé des entreprises, parce qu'ils ont franchi des échelons dans des sociétés importantes, voilà, c'est aussi une façon de pouvoir, je dirais, dropper sa rémunération et ses revenus. Donc c'est pas complètement non plus fou comme statistique. Après, pour en revenir à votre question, oui, je crois que l'idée de Macron quand il a été élu, ça a été de redonner de la confiance aux gens qui investissaient dans le pays. Donc voilà, avec la flat tax, la disparition de l'ISF et la création de l'IFI. Oui, alors je pense évidemment que ça a été très bénéfique pour réinvestir, enfin en tous les cas en ce qui me concerne, hein, clairement. Et j'en ai beaucoup profité et je ne vais pas vous dire pour moi, en profiter pour moi à titre personnel sur mes revenus, mais surtout pour beaucoup investir et pour beaucoup développer aujourd'hui le groupe d'entreprises que j'ai. Donc je dirais que c'est gagnant-gagnant. Après, voilà, après est-ce que c'est pas assez? Moi, comme je l'ai dit, j'ai dit aujourd'hui sur les revenus que l'on gagne et pas sur, encore une fois, le patrimoine taxé qui a une valeur virtuelle et sur lequel, pour payer des taxes, il faudrait en partie vendre ce patrimoine. Je pense que sur ce qu'on gagne, les efforts de solidarité, ils se font, ils continueront à se faire et faut-il en faire encore plus? Je ne sais pas, pourquoi pas, mais on a une contribution aujourd'hui sur les hauts revenus qui a été installée. On se rend compte qu'elle ne sera pas exceptionnelle et qu'elle sera pour tout le temps. Mais oui, je pense que le pays a besoin aujourd'hui d'avoir des efforts de solidarité de tout le monde. Donc de ce côté-là, je trouve ça normal. Donc quand vous voyez dans cette même étude que les ménages les plus modestes ont vu leur revenu moyen progresser 5 fois moins vite que les revenus des plus aisés, vous êtes choqué vous-même et dites-vous, effectivement, on doit trouver une manière de changer la donne, de changer cette dynamique. Oui. Et comment? Est-ce que vous avez des idées? Moi, je trouve que le système aujourd'hui tel qu'il est contraint et qui fait que
le coût de la rémunération pour les entreprises est toujours de plus en plus élevé et à la fin, ce qui reste sur le bulletin de salaire du salarié est toujours plus faible, forcément, je crois que c'est encourageant pour personne. Donc côté patron, on n'est pas content et côté salarié, on n'est pas content. Donc il faut changer le système. Est-ce qu'aujourd'hui, le système, encore une fois, de retraite et de santé que l'on finance, plus tout le reste, est-ce que c'est encore quelque chose aujourd'hui qui doit être financé de la même manière ou est-ce qu'il faut en changer les règles ? Voilà, ça c'est aujourd'hui à nos politiques à décider, à nous proposer des modèles qui pour le temps seront pérennes et fonctionneront. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que personne n'est content, donc il faut que ça change. J'ai encore une question avant de vous laisser tous entrer dans la danse, mais vous avez fait beaucoup parler de vous, je le disais en introduction, ces derniers mois. Vous savez où je veux en venir, parce que vous aviez dit je vendrai, je partirai. Vous étiez le patron prêt à quitter la France pour ne pas payer les 12 millions d'euros de taxes Zuckman que vous n'aviez pas, disiez-vous. Aujourd'hui, vous restez ? Vous avez décidé... Oui, bien sûr. Mais après, moi, j'ai surtout dit ça par réaction et pour essayer de créer un choc et faire comprendre l'aberration de ce type de taxe. Moi, j'ai toujours tout investi dans mon pays et je continuerai évidemment à le faire et je prône partout les qualités de mon pays. Donc, c'est certainement pas pour en partir et pour être obligé d'en partir. Mais je voulais dire par là que pour un patron comme moi qui a 20 ans avait quasiment rien, ce que j'ai construit aujourd'hui, je l'ai construit et la preuve étant, c'est que je veux plus être pris comme modèle pour expliquer que c'est des choses qui peuvent arriver à force de travail, de chance, d'opportunités saisies ou de tout ce qu'on veut, mais enfin, en tous les cas, ce sont des choses possibles. Donc, c'est plus cette exemplarité que je veux montrer, plus que de dire, voilà, ce mec-là a réussi, il faut lui prendre et du coup, il s'en va. Donc, voilà, c'était ça, ma réaction, elle était épidermique sur pour moi, la folie de cette taxe, si d'aventure elle avait été appliquée et comment elle pouvait, même pour des gens, j'allais dire des patriotes comme moi qui ont tout fait en France, se dire c'est pas possible. Voilà, je peux pas avoir mon pays peut pas me dire merci comme ça, c'est pas vrai. On continue d'en parler maintenant tous ensemble. Voilà. On le comprend, le sujet il est explosif. Je parlais de bombes à fragmentation. On est en plein débat budgétaire. Ça doit inciter à quoi, selon vous, Yves Gégaud ? Ça doit inciter les députés qui vont encore ferrailler maintenant au Sénat, de retour peut-être à l'Assemblée. Je ne sais pas encore quel chemin ça va prendre, mais à plus de fiscalité, plus progressive. C'est le risque de voir le retour de la zuckmanisation des esprits. Ces études, au fond, qui viennent démontrer que ceux qui seraient coupables, c'est ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, ce qu'on appelle les super riches, c'est 40 000 foyers qui payent d'ailleurs juste sur l'impôt sur le revenu. Ils sont 0,1% des contribuables et ils payent 13% du total de l'impôt sur le revenu français. Ça fait 10 milliards. Sur ce sujet. Moi, j'y vois un risque. D'abord, ces super taxes sur les super riches, il n'y a aucun pays dans le monde où ça marche. Vraiment. Et le deuxième risque, c'est qu'imaginez sur ces 40 000 foyers, s'ils disent puis il y en a marre. Hein, la France ne nous reconnaît pas, on s'en va. Le monde est ouvert. Vous pouvez partir en Suisse, vous pouvez partir en Belgique, au Luxembourg ou ailleurs, en Italie ou ailleurs. Vous perdez la moitié de ces contribuables, vous en perdez 20 000, ça veut dire vous avez perdu 5 milliards de recettes. Il y a un moment, il y a l'effet psychologique de l'impôt. Alors je comprends que l'effet psychologique sur les gens qui rament, qui n'ont pas vu augmenter leur salaire, ils disent c'est dégueulasse, nous on n'a pas vu augmenter notre salaire, et les super riches, ils ont vu augmenter leurs revenus. Ça, je le comprends parfaitement. Et le politique, il doit prendre en compte cet aspect psychologique. Mais si on réfléchit un peu mécaniquement, à force de tuer les locomotives, on ne va pas faire avancer les wagons. Alors vous savez, il y a une étude... Je termine. Allez-y. Pour faire une proposition, parce que moi j'ai ça dans la tête depuis longtemps, je ne sais pas ce qu'en pensent les économistes, moi je préférerais largement qu'on dise à ces 40 000 foyers, on ouvre un fonds d'investissement volontaire. Voilà, on vous demande volontairement de venir amener votre part sur un sujet, sur un autre, sur la réindustrialisation, sur ce qu'on veut, et soyez à la hauteur et venez volontairement apporter une contribution. On l'a vu d'ailleurs quand Notre-Dame de Paris a brûlé, hein, c'est les super riches qui ont financé la reconstruction de Notre-Dame. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres moyens que d'effrayer les gens, parce que vous avez celui qui peut-être se dit demain je serai peut-être super riche et on va me taxer, il s'en va avant. Donc n'effrayons pas le pays. Attendez, Philippe Véran est là. Les locomotives. Vous êtes prêt à cette contribution volontaire ? Moi, j'avais fait une proposition pendant la crise Covid, donc que j'avais adressée au président de la République.
sur une contribution sur un fonds d'investissement qu'on aurait pu créer pour l'hôpital et donc pour lui donner les moyens de pouvoir être abondé plus facilement. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été repris et que cette contribution soit faite après le résultat net ou après l'impôt, donc sans diminution particulière, mais juste pour montrer qu'effectivement on peut donner. Et oui, moi je suis complètement favorable à ça, mais encore une fois, Yves, c'est aussi ce qu'on fait à côté et dont on ne parle pas, et dont on n'a pas envie que l'on parle, mais je pense que tous les gens qui ont envie de rendre à ce pays ce qu'il leur a donné, et ce qui est mon cas, font tous les jours des actions qui sont pas connues, qui contribuent à l'aide et qui, si d'aventure ces gens-là sont plus là pour faire ça, ça manquera beaucoup plus que le fait de pouvoir l'avoir dit un jour. Donc, mais oui, si on avait plus de liberté pour pouvoir donner de l'argent à des causes qui, encore une fois, le servent, parce qu'aujourd'hui l'impôt, vous avez parlé, on parle que de ça aujourd'hui, de taxes et venir augmenter le poste recette, mais on ne parle absolument pas des dépenses et des économies que l'on pourrait faire ou savoir aujourd'hui pourquoi notre système de santé, où aujourd'hui l'hôpital coûte, c'est certainement c'est ce qu'il y a de plus cher dans le monde et pas forcément aujourd'hui les causes rendues. Pareil pour l'éducation et pourtant ce sont des modèles quand ils ont été créés qui étaient extraordinairement vertueux. Pour être effectivement complète, comme Christian de Boissieu m'y encourageait en début d'émission, il y a cette enquête de l'INSEE sur les 0,1% les plus riches, et puis il y a aussi une autre enquête que vous pouvez notamment lire dans le Figaro. 10% des ménages français paient 3/4 de l'impôt sur le revenu. Les plus aisés, toujours plus taxés, ces foyers français contribuent fortement à la hausse de l'impôt sur le revenu en 2024. Bon, alors d'un côté, on parle de ce fossé immense qui est en train de se creuser. De l'autre côté, on dit, mais attention, les plus riches, il y a aussi les 10%, ils concentrent l'impôt. Comment on s'y retrouve au milieu de tout ça ? Alors, ce que je crois d'abord, c'est que c'est bien d'avoir des données factuelles. C'est pas décourager des gens ou faire peur à des gens que de donner des chiffres, des faits sur les écarts entre les revenus les plus modestes et les revenus des plus aisés. C'est bien de savoir combien d'ultra-riches contribuent à l'impôt sur le revenu total. Moi, en tout cas, je trouve que ça nourrit le débat démocratique. C'est pas fait pour effrayer ou sanctionner ou stigmatiser. C'est fait pour avoir des données, non pas des fantasmes. Alors après, que ça nourrisse ce que vous appelez joliment la zuckmanisation des esprits, peut-être. Mais j'ai l'impression que ce débat-là, il est derrière nous. Il a été largement purgé pendant les débats à l'Assemblée, dans les plateaux, radio, télé, bref. Tout le monde en a parlé et semble-t-il, la disparition médiatique de M. Zuckman semble prouver que ce débat-là, il est derrière nous. Il reviendra peut-être, mais voilà. Après, est-ce que c'est important de savoir tout cela ? Moi, je le crois. J'ai été intéressée, par exemple, à savoir que dans les ultra-riches, il y a bien sûr des patrons, des héritiers, des cadres supérieurs, mais il y a aussi des avocats, des mannequins, des artistes et des sportifs. 31 footballeurs professionnels appartenant à la Ligue 1. Ça raconte aussi ce que notre pays veut en termes d'excellence de ses joueurs de football. Je vous rassure, j'y connais rien et je comprends rien à tout ça, mais en tout cas, ça veut dire que notre pays sait attirer des talents et des gens qui payent des impôts pour la France. Renaud. Oui, Valérie a regardé le même exemple que moi. On pourrait effectivement avoir 65 Français les plus riches, mais on n'aurait pas ces 35 footballeurs. Et qu'est-ce qu'on entendrait sur les sélections internationales et sur le mondial en disant, mais enfin, on fabrique aucun grand joueur français, c'est une catastrophe. C'est ce qui arrive au tennis. Depuis Yannick Noah, on n'a aucun grand joueur de tennis. Je préférais qu'il y ait 5 ou 10 ultra riches français qui gagnent des grands tournois. Deuxièmement, je vais mettre les pieds dans le plat, ça peut choquer, mais je nuancerai mon propos. Quand je regarde 10 200 € net par mois pour les 1% français qui ont le plus gros salaire, 0,1% des Français qui ont le plus gros salaire, 27 000 € par mois net. C'est dur à dire, mais si vous parlez de ces salaires à des Allemands, à certains salariés des pays nordiques, évidemment à des Américains. Je ne parle même pas des Suisses. Ces salaires sont plus faibles
que chez beaucoup de nos voisins européens. 10 200 euros net par mois, mais on devrait avoir 400 000, 500 000, 600 000 Français qui touchent tout ça. Pourquoi ? Parce que, dernière chose, c'est le capital depuis 20 ans, les revenus du capital qui ont fait augmenter, patrimoine, succession et transfert comme ça, plutôt que les revenus des salaires. Les salaires sont trop bas. Il reste une minute, moins d'une minute maintenant. Christian de Boissieu, quelques mots. Je voudrais une petite conclusion de M. Véran derrière. En quelques mots, Christian. Écoutez, moi, ça serait bien qu'il y ait une contribution volontaire, comme Yves en parlait, comme M. Véran en parlait. Ça a existé aux États-Unis dans les intentions. J'entendais Ruth Bézieux l'autre jour dire « Moi, je veux bien faire un effort, à condition de savoir à quoi mon argent sert. » La question des dépenses, je reviens là-dessus, est fondamentale et pas séparable de la question des recettes fiscales. Quelques mots, M. Véran, avant de vous remercier. Allez-y. Oui, encore une fois, je crois qu'il y a un problème aujourd'hui qu'il faut résoudre, hein, donc c'est le problème de notre pays. Donc il faut s'attaquer à tout, et moi en tant qu'expert comptable de formation, il faut s'attaquer aussi bien aux recettes qu'aux dépenses. Donc c'est bien de faire les recettes, mais c'est bien aussi de faire les dépenses. Et encore une fois, il faut penser aussi, comme ça a été très bien dit, penser que les gens qui sont aujourd'hui un peu les locomotives de ce pays, elles sont très souvent là pour pouvoir faire encore plus et encore plus longtemps. Maintenant, il faut encore aussi que ce soit acceptable et que les règles soient identiques partout. Parce Merci. Que les gens dont vous parlez des footballeurs aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient plus en Angleterre qu'en France. Donc, merci beaucoup, M. Véran. Les clubs soient étouffés. Toujours cet enjeu, impôts, que paient vraiment les riches? On en parle avec mes invités, mais l'essentiel de l'actualité pour commencer. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron fustige les bourgeois, je cite, des centres-villes qui financent les narcotrafics. La question de la lutte contre ce fléau est au centre des débats. 6 jours après l'assassinat à Marseille de Mehdi Kessassi, le frère d'un militant engagé dans la lutte contre ce fléau, une marche aura lieu samedi en sa mémoire. En Ukraine, plusieurs villes attaquées par la Russie. La situation est particulièrement dramatique à Ternopil, dans l'ouest, où des drones et des missiles ont tué 25 personnes, dont 3 enfants. L'Organisation mondiale de la santé a présenté des chiffres montrant l'ampleur des violences conjugales ou sexuelles dans le monde. Près d'une femme sur 3 a subi des violences conjugales ou sexuelles selon l'OMS. En un an, 316 millions de femmes âgées de 15 ans et plus ont été victimes de violences de la part d'un partenaire intime. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On reprend le fil maintenant de ce grand dossier. Et c'est l'autre bombe, fragmentation. Donc, mauvaise nouvelle pour des millions de propriétaires. Bercy prépare une augmentation de la taxe foncière. Et ça fait réagir. Sur le fond, on parle de taxe lavabo. La forme, un réajustement en catimini. Regardez ces chiffres. 7,4 millions de logements concernés en métropole. En moyenne, la taxe d'habitation pourrait augmenter de 63 €. 25% de maisons, 15% des appartements en métropole. On en parle toujours avec mes invités que je salue chaleureusement. Christian de Boissieu, Renaud Pilat, Valérie Nataf, Yves Gégaud. Et nous sommes également en direct du salon du Congrès des maires de France avec Daniel Fasquelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Daniel Fasquelle. Vous êtes maire Les Républicains du Touquet et vice-président des Républicains. Alors, restez bien en place. Je vais faire résonner votre voix dans un instant. Mais d'abord, on va poser tout ce qu'il faut savoir pour nos téléspectateurs avec Christian de Boissieu. Christian, nous y retournons. Tout d'abord, si vous vous demandez chez vous si vous êtes concerné, la taxe foncière n'est pas calculée que sur la base de la surface. Ça, on le rappelle. Les éléments de confort sont également pris en compte. Par ce terme, le ministère entend l'accès à l'eau courante, l'électricité ou encore la présence de chauffage. Vous avez un radiateur, plus 2 mètres carrés. Vous avez une baignoire, plus 5 mètres carrés. Vous avez une douche, ce sera plus 4 mètres carrés. Et si vous avez un lavabo, ce sera 3 mètres carrés supplémentaires. 7,4 millions d'habitations disposeraient ou pas de ces éléments de confort, mais serons-nous touchés par cet élargissement de la taxe foncière, ce réajustement. On parle de tour de passe-passe. Vous nous expliquez le tour de passe-passe, Christian de Boissieu? En ce sens que c'est un tour de passe-passe, mais c'est de la fiscalité qui vient se rajouter à la fiscalité. Simplement, c'est local. Mais, si vous voulez, on est dans un pays qui parle beaucoup de décentralisation, mais c'est quand même en fait l'État qui décide de l'évolution des recettes des collectivités locales. Que je sache, c'est une initiative de l'État derrière tout ça, enfin de l'État au sens large.
Et ça va toucher, vous l'avez dit, pas loin de 8 millions, 7 millions et quelques de propriétaires. Donc ça ne concerne pas, par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure, ça ne concerne pas que les ultra-riches, ça concerne beaucoup de gens, y compris, j'allais dire, la classe moyenne. Je trouve ça assez curieux, courageux, entre guillemets. Je mets courageux, entre guillemets, parce que je veux dire, les augmentations d'impôts, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu gâteux, mais j'en ai marre que depuis 3 mois, on n'arrête pas de parler de fiscalité. On ne va pas avoir le temps de parler des dépenses publiques au niveau de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale, un peu, on en a parlé. Mais voilà, alors je termine en disant que je vous parlais de décentralisation, plus on en parle, moins on l'a fait, d'une certaine façon. C'est l'État qui a décidé, il y a quelques années, de supprimer la taxe d'habitation, et qui était une recette importante pour les collectivités locales. Donc on est en train de compenser dans le temps. Justement, c'était ma question suivante. Ah bon, excusez-moi. Je voudrais donner juste un élément de compréhension supplémentaire pour nos téléspectateurs. En Haute-Corse, 60% des logements vont être soumis à une réévaluation. Si vous êtes à Paris, 25%. Si vous êtes en Isère, en revanche, c'est 10%. Vous voyez la disparité. Et donc, vous venez de l'effleurer déjà, Christian de Boissieu, à cette question. On s'est posé la question. Compensation de la suppression de la taxe d'habitation, c'est ça l'histoire ? Je pense. D'autant plus que, par ailleurs, l'État a dit que dans ce qui est économie du côté des dépenses envisagées, il y avait une réduction des transferts de l'État vers les collectivités locales. Donc, on est dans un schéma de compensation. Voilà, et il faut trouver des recettes. La taxe foncière, je remercie Yves Gégaud de m'avoir glissé ça il y a quelques secondes, parce que je ne connais pas tout par cœur, mais la taxe foncière, si je comprends bien, c'est 55 milliards d'euros par an. On va l'augmenter, quoi, en moyenne de 10%? En moyenne, on parle de quoi, 4 ou 500 millions de plus? 1%. 1%. 50 millions. 55 millions. C'est bien ça. 550. 550 millions de plus. Ah oui, non, 1%. Oui, c'est ça, 1%. C'est déjà beaucoup. Fatigué. Donc, c'est effectivement... voilà, donc on va l'augmenter pas mal. Et c'est de la compensation, à mon avis. Et je répète, je veux dire, on a l'air de... On fait semblant de croire que ce sont les collectivités locales qui décident, alors que c'est l'État qui décide. Justement, les collectivités locales, assez basiquement, nous nous sommes dit, mais les communes, les maires doivent être ravis du côté du Congrès des maires, puisque ça fait des rentrées d'argent supplémentaires, des recettes. On a tendu notre micro. C'est pas si évident que ça, regardez. Eh bien, nos concitoyens vont de nouveau avoir une augmentation de la taxe foncière sans que nous, finalement, communes, on ait agi. Et ça ne sera pas forcément des ressources supplémentaires pour nos budgets. On ne savait pas qu'il allait y avoir ce rattrapage. Alors attention, est-ce que c'est donc une astuce pour Bercy pour récupérer de l'argent à un moment donné, alors que finalement, ça sera une charge peut-être aux communes et c'est les maires qui vont, une fois de plus, se faire allumer. Nos administrés, quand ils ont une augmentation de la taxe, ils pensent que c'est la mairie qui a augmenté la taxe. On aimerait avoir aussi un petit peu de délicatesse de la part de l'État pour nous expliquer, nous informer en amont, pour que nous, on puisse communiquer auprès de nos concitoyens. Alors Daniel Fasquelle, nous sommes ensemble en direct de ce congrès des maires justement, et c'est vrai que nous on a lu bêtement, les bases communales totales de taxes foncières et celles sur les résidences secondaires vont augmenter pour des recettes estimées à 466 millions d'euros supplémentaires. On s'est dit bonne nouvelle pour vous, mais c'est pas ce qu'on entend quand on vous tend le micro. Expliquez-nous. Il y a quand même un vrai sujet de méthode. On a appris pour beaucoup d'entre nous cette information dans la presse, quand c'est pas dans les couloirs du Congrès des maires. Donc je pense que le gouvernement, quand même, de ce point de vue-là, est plus que maladroit. Puis après, sur le fond, moi, c'est quand même terrifiant ce qu'on nous explique. Ça veut dire qu'en fait, l'État, depuis des années, a des bases qui sont absolument pas fiables et applique sur ces bases, ou nous demande d'appliquer un taux de taxe foncière sur des bases que lui-même, il n'a pas mises à jour. Ça veut dire que depuis des années, vous avez une partie des Français qui payent ce qu'ils doivent payer, et une partie des Français qui ne payent pas ce qu'ils doivent payer, parce que tout simplement, le gouvernement s'est réveillé tout à coup en 2025 pour constater que, apparemment, certains Français, s'agissant de ces bases, avaient des bases qui n'étaient pas à jour. D'ailleurs, il y a un renversement de la charge de la preuve, puisque c'eût été quand même de bonne politique d'abord
de dialoguer avec les maires, avec l'association des maires de France, et puis ensuite aussi qu'on prévienne nos concitoyens, demander peut-être à chacun de nos concitoyens de faire une démarche volontaire, de vérifier si ces bases étaient vraiment à jour. Là, on renverse la charge de la preuve sans même avoir légiféré. D'ailleurs, moi, je m'interroge sur la légalité de tout cela. Et en fait, on met une augmentation d'office à 7 millions de Français, à charge pour eux de démontrer que cette augmentation n'est pas justifiée. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de méthode. Quant au fond, vous savez, moi je demande si c'est pas un leurre, tout simplement, pour à un moment où d'ailleurs l'État va augmenter les impôts des Français, va aussi faire les poches des maires. Est-ce que ça n'est pas un leurre et c'est pas un message de dire aux Français, ben voilà, on va encore mettre un coup de rabot aux maires. Vous savez, moi dans ma commune, je n'ai plus de dotation, par exemple globale de fonctionnement. J'avais 2 millions d'euros, plus de 2 millions d'euros il y a encore 5 ans, c'est zéro maintenant. Avec le Dilico, on m'a pris 500 000 euros l'année dernière, soi-disant qu'on doit me rendre, et on s'attend à des nouveaux coups de rabot. On va encore nous faire les poches, et quelque part, c'est de dire, vous plaignez pas à l'occasion du congrès des maires, les maires de France, on va peut-être vous faire les poches d'un côté, mais on vous permet de vous les remplir de l'autre. Après, il faut quand même être raisonnable. 500 millions environ à l'échelle de la France sur 36 000 communes. Vous savez, c'est pas ça qui va remplir les caisses de nos communes. Par contre, ça va mécontenter nos concitoyens à la veille des élections municipales, comme ça a été dit très justement par l'un de ceux que vous avez interviewé. Je termine juste sur ce point. Ouais. C'est que bien évidemment, à la fin, c'est plus d'impôts et puis c'est décidé par l'État, mais c'est les maires qui vont se faire attraper. Justement, on reste ensemble, Daniel Fasquelle. On a un peu de temps, ça c'est bien. Le mécontentement des Français. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce mécontentement. Principaux concernés, plus 63 € en moyenne par an pour ceux qui vont être touchés par cette revalorisation. Nouvel accélérateur de gilets jaunes potentiel. C'est ça, ce qu'il peut y avoir derrière en termes de mécontentement. Il y a des gens qui sont à l'euro près. On en parlait aujourd'hui dans la rédaction. Et voilà, on en arrive à cette conclusion. Pour certains, ça peut être extrêmement pesant. Le tissu social étant inflammable, on ne sait pas ce qui peut l'inflammer. Ça peut être ça comme beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il faut rappeler aussi que l'État détermine les bases, c'est-à-dire la valeur locative d'un bien. Et ces bases, elles ont été fixées selon le marché de 1970. Elles n'ont jamais été révisées, sauf que chaque année, il y a un pourcentage d'indexation. Vous le voyez sur votre feuille, vous avez indexation de la base, plus X% chaque année. Et puis la commune, elle a un taux qui vient s'appliquer sur la base et qui fait la somme que vous payez. Donc effectivement, si la commune ne bouge pas son taux, mais si la base augmente, ça augmente pour le locataire. Et cette mise à jour des bases, qui est d'ailleurs... J'entends Daniel Fasquelle, mais enfin les maires le réclament depuis 30 ans, la mise à jour des bases. Ça fait 30 ans qu'ils disent, c'est pas juste, ce qui était vrai en 1970 ne l'est plus aujourd'hui. Il y a des communes qui sont devenues riches, donc les bases sont plus élevées, d'autres qui sont devenues pauvres, les bases sont moins élevées sur ce sujet. Cette mise à jour des bases, effectivement, elle va créer un phénomène politique à la veille des municipales. C'est là où je dis, mais quelle folie a pris à qui de faire ça à la veille des municipales, puisque c'est le maire qui va être obligé d'assumer cette disposition, quoique ça s'appliquera pour les impôts qui seront payés en septembre de l'année prochaine, dont les élections municipales seront quand même passées d'ici là. Mais c'est un très mauvais signal, et je vous rejoins. Dans un moment de tension, dans un moment de crise, vous voyez bien l'émission que vous nous concoctez cet après-midi. On dit il y a les ultra-riches qui vont rien payer, et puis il y a le Français moyen à qui on va demander 63 € de plus, juste pour avoir le droit d'habiter dans sa maison. C'est évidemment explosif socialement. On a tendu le micro aux Français aussi. On n'a pas qu'écouté les maires, on a écouté les Français. Regardez. Cette année, on a payé 1 738 € de taxes foncières pour 2025. Il va leur faire attention quand je vais faire les courses, quoi. Vous voyez, c'est une salle de bain que j'ai aménagée il y a 30 ans. Faut pas que les impôts le sachent. Hein. Pour moi, c'est pas forcément justifié comme augmentation. J'imagine que c'est encore une façon un peu détournée de renflouer un peu les caisses. Voilà, donc on entend ces Français, on le comprend, et puis en même temps il y a des arguments, comme Yves Gégaud vient aussi de les répercuter, de ceux qui disent ça fait 50 ans, les bases de la taxe foncière, c'était il y a 50 ans. Il était temps de changer les choses. Et puis ceux qui disent ok, faut trouver de l'argent, donc on y va, quoi. Pas comme ça, pas sans explication, pas sans pédagogie. Non mais c'est politiquement dévastateur parce que tous les Français vont avoir l'impression d'être touchés.
On en parle aujourd'hui. Ça va faire pendant plusieurs jours l'objet de débats dans les médias. Et donc, qui va retenir 7,3 millions de ménages? Les gens vont dire, ça y est, la taxe foncière, il n'y a rien de plus concret. Hein. C'est pas une contribution ou autre. La taxe foncière, tout le monde la paye. Premièrement. Deuxièmement, vous avez... Seulement les propriétaires. Oui, seulement les propriétaires. Mais on n'est pas tous propriétaires. Bien sûr, mais je pense notamment aux seniors. Il y a 72% des retraités qui sont propriétaires de leur logement. Donc ceux qui ont notamment des retraites qui sont assez faibles, c'est vrai que ça peut faire mal. Mais c'est pas normal que ça fasse débat. Parce que ça arrive dans un contexte où ça fait 4 mois qu'on parle d'impôts. Si jamais il y avait pas un ras-le-bol fiscal et autant de taxes qui sont créées dans le débat budgétaire, qui d'ailleurs, la plupart ne seront pas appliquées. C'est là où effectivement on marche sur la tête avec ce débat parlementaire en ce moment. Mais dans ce contexte où on a l'impression que tous les impôts augmentent, effectivement, cet impôt, cette taxe foncière qui augmente, et c'est totalement normal, je suis d'accord avec Yves, on ne peut pas avoir les valeurs locatives des années 60. Vous avez des immeubles qui sont considérablement améliorés, des appartements, et après les communes ne vont pas avoir d'argent. Dernier point, est-ce qu'il fallait supprimer la taxe d'habitation ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que vous vous retrouvez aujourd'hui avec quasiment tous les maires se plaignent d'un manque de ressources. Donc, à mon avis, la suppression de la taxe d'habitation a été une erreur. Daniel Fasquelle, vous êtes toujours avec nous. Comment vous réagissez à ça? La taxe d'habitation était l'erreur originelle. On a fait un cadeau, mais on vous fait payer pour ce cadeau quelques années plus tard? Bien évidemment, mais vous savez, je reviens quand même sur vraiment la méthode, la façon dont tout cela s'est passé. Et le moment est mal choisi, la méthode est très mal choisie. Je ne nie pas le fait que les bases ont besoin d'être valorisées, mais très franchement, il fallait le faire à un autre moment, d'une autre façon, avec un minimum de concertation. On ne peut pas dire, comme on l'a fait par exemple au moment du Covid, que le gouvernement a absolument besoin des maires, la relation entre maires, préfets. On sait s'appuyer sur nous quand on a besoin de nous et quand la France va mal, mais par contre on ne peut pas nous traiter comme on vient de nous traiter d'une façon aussi désinvolte. Après oui, c'était une erreur de supprimer la taxe d'habitation, bien évidemment, parce que c'était un lien particulier que nous avions avec nos concitoyens, toute une partie de nos concitoyens. On a besoin de ces ressources, on a besoin de liberté. La liberté, c'est le thème de ce congrès voulu par David Lisnard, et il n'y a pas de liberté pour les communes sans un minimum de marge de manœuvre du point de vue de la fiscalité. Donc qu'on nous laisse effectivement fixer nos taux, qu'on nous laisse décider de notre fiscalité dans le dialogue, dans la discussion avec nos concitoyens, mais qu'on ne nous impose pas des hausses de façon aussi maladroite, aussi brutale et à un moment aussi mal choisi. Un sujet explosif d'un point de vue politique, bien évidemment. Hein. Ça a enflammé les débats assez rapidement aujourd'hui. Regardez comme chacun se positionne. Si j'étais aujourd'hui en fonction, je n'aurais pas permis à mon administration de prendre cette décision-là. Encore une fois, on a plutôt besoin de faire en sorte que les Français puissent devenir propriétaires et pas mettre des bâtons dans les roues à nouveau des Français qui veulent devenir propriétaires. Je ne comprends pas cette décision et j'espère qu'elle n'ira pas à son terme. Au-delà de la brutalité de l'annonce dans le contexte extrêmement dur pour nos compatriotes que nous connaissons, c'est la manière dont Bercy a essayé en catimini d'imposer cette mesure dans le dos de la représentation nationale. Donc on savait que ce gouvernement était un ennemi du pouvoir d'achat des Français. C'est un coup dans le dos porté aux propriétaires français. Nous y sommes résolument opposés et je demande solennellement au Premier ministre de renoncer à cette mesure dans un contexte encore une fois extrêmement tendu que nous connaissons dans le marché immobilier, mais surtout dans les fins de mois de nos compatriotes et notamment des propriétaires qui sont devenus, et je le déplore, les vaches à lait du gouvernement. Allez-y, je vous sens inspirée, Valérie. Non, je souris parce que en France, il y a tellement d'élections, et tant mieux, ça veut dire qu'on est un pays démocratique. On ne peut jamais rien faire parce que c'est trop près d'une municipale, c'est à 18 mois d'une présidentielle, il va bientôt y avoir les sénatoriales. Donc voilà, je ne me prononce pas sur le bien fondé ou pas de cette mesure, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que la suppression de la taxe d'habitation, qui nous a tous fait... grand plaisir, était sans doute une vue à très court terme et que l'État cherche maintenant à compenser. Par ailleurs, voir tout ce que la classe politique compte d'apprentis candidats à la présidentielle se positionner contre l'exécutif, bon, c'est un exercice normal. Je ne peux pas vraiment dire que ça soit absolument convaincant. Quand je reviens sur l'évolution des relations entre l'État et les collectivités territoriales, parce qu'il s'agit de ça, derrière ce débat, je dirais que ça fait 20 ans que nous sommes dans une logique de compensation. L'État décide,
sans concertation. Je rejoins ce qu'a dit M. Fasquelle tout à l'heure. Les maires n'ont pas été consultés, que je sache, sur cette mesure. L'État décide, prend des décisions, puis ensuite, d'une manière ou d'une autre, comprendre. Alors, comme vous l'avez dit, sur le moment, moi, j'étais content de ne plus payer la taxe d'habitation en termes de pouvoir d'achat. Ça m'a permis de faire quelques, restaurants de plus. Quelques emplettes de plus au cinéma. Alors, voilà, compensation, et le moment est très malvenu. Et, je veux dire, si on veut créer une sorte de, pas de révolte fiscale, mais de ras-le-bol fiscal dans ce pays, il n'y a qu'à continuer. Alors, comme l'a dit Yves tout à l'heure, tout ça, nous avons un débat virtuel sur des mesures virtuelles aujourd'hui. Mais il restera quelque chose de ce débat, même si ces mesures ne deviennent pas effectives, ne deviennent pas de droit positif. Voilà, ça crée plus que du bruit. Je vais faire un pari avec vous ce soir. Ça va sauter. Oui. Vous verrez que le tam-tam des candidats à l'élection présidentielle va être tel que la montée en puissance des Français, que ça va sauter. Moi, je fais ce pari. Juste une phrase. On va nous annoncer très vite que le gouvernement renonce à cette... Juste une phrase pour faire sourire Daniel Fasquelle. C'est tellement absurde de voir, une fois de plus, l'État jacobin, monarchiste, hérité du siècle de monarchie, s'occuper de la vie des communes. En Suisse, lorsque dans une commune, une petite commune, à la fin de l'année, le maire présente un déficit, vous imaginez un déficit communal en Suisse, eh bien en général, les Suisses demandent une votation au niveau de la commune pour savoir si on reste dans le rouge. 80% des Suisses se votent une hausse, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, de la taxe pour pouvoir renflouer les communes. Merci beaucoup. Merci Daniel Fasquelle d'avoir été avec nous depuis le Congrès des maires. Je remercie Léo Méancourt qui est derrière la caméra. Merci beaucoup à vous. Alors, il y a aussi dans l'air un nouveau coup de colère des patrons. La Cour des comptes s'attaque maintenant au pacte Dutreil, un outil, pour résumer, qui exonère les transmissions d'entreprises de certains droits de succession. Et ça, c'est aux grandes dames du patronat, ce rapport de la Cour des comptes. Les chefs d'entreprise dénoncent un rapport déséquilibré. Monsieur Moscovici, lui, dit qu'il ne s'agit pas de remettre en cause l'existence du pacte, mais on peut le restreindre compte tenu de débordements. Voilà, il évoque des débordements. On va en parler avec vous, Renaud Dutreil. Vous êtes franchement l'homme de la situation. Oui. Quand on parle du pacte Dutreil, vous en êtes le papa. Merci beaucoup d'être avec nous, Renaud Dutreil, ancien ministre de la fonction publique et des PME. Alors, avant de vous entendre, on repart ensemble, Christian de Boissieu, pour poser les bases de notre débat. Maintenant que vous vous êtes salués, messieurs, je vous emmène avec moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de pédagogie, s'il vous plaît, Christian de Boissieu, sur ce pacte Dutreil et son principe, s'il vous plaît? Écoutez, moi je fais ça sous le contrôle de Renaud Dutreil, qui est l'inventeur. Faciliter la transmission des entreprises, en particulier dans ce qu'on appelle le capitalisme familial, pour faire en sorte que lorsque le patron, en quelque sorte, a décidé de passer la main, les entreprises puissent éventuellement rester dans la famille, dans la proximité, en tout cas puissent rester en France. Donc on a le pacte Dutreil qui a été voté sous la gauche, si je ne m'abuse, et complété ensuite par la droite, mais Renaud aura l'occasion peut-être d'affiner ma mémoire, prévoit que cette transmission se fait en quelque sorte avec une exonération fiscale de 75%. Voilà, un abattement de 75%. Voilà, j'ai pas lu, vous voyez que j'ai encore ça en tête, 75%, et puis des conditions autres que je ne maîtrise pas nécessairement parce que je ne suis pas inspecteur des impôts. Mais est-ce que le rapport coût-bénéfice est bon? Ah, moi, je pense que c'est bon. Alors, simplement... Regardez, le coût 5,5 milliards d'euros en 2024. Oui, mais comment mesurer les bénéfices? Si on n'avait pas fait ça, des entreprises seraient parties à l'étranger, des entreprises auraient été fermées, il y aurait des emplois qui n'auraient pas été créés ou qui auraient été détruits. Donc, c'est très compliqué de mesurer les avantages. C'est plus facile de mesurer le coût fiscal, comme le fait la Cour des comptes, que de mesurer les avantages. Mais quand vous raisonnez, il faut raisonner dans la durée, et pas sur une année. Moi, je dirais dans la durée, je pense que, sans avoir fait l'étude scientifique de tout ça, je pense que les avantages l'emportent sur les coûts, et que le débat, c'est pas supprimer le Dutreil. Le débat, c'est éventuellement éliminer ce qui a pu tenir lieu d'effets d'aubaine. Si vous voulez, je termine. Ça me fait penser au le débat sur le crédit impôt recherche, qui coûte 8 milliards d'euros par an, le crédit impôt recherche, pour inciter les entreprises de toute taille à faire plus d'innovation de recherche.
Il y a eu quelques abus sur le crédit impôt recherche, mais il ne faut pas le supprimer. Il ne faut pas supprimer le Dutreil, il faut l'affiner. On continue d'en débattre ensemble avec le papa donc, du pacte Dutreil. Le rapport de la Cour des comptes dit que l'effet légèrement positif du pacte sur la pérennité des entreprises ne se traduit pas par une hausse de l'investissement et de l'emploi. J'ai une question, là encore, je commence de manière un peu provoque, mais votre pacte, c'est une niche fiscale ? Non, c'est pas une niche, c'est fait pour les chiens. Et là, il s'agit d'un pilier du capitalisme familial français. Nous sommes aujourd'hui dans une compétition mondiale. Toutes les nations cultivent leur capitalisme familial comme la poule aux œufs d'or. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Regardez les Allemands, les Italiens, les Suédois, les Suisses. Tous, ils disent, mais nos entreprises familiales, c'est le trésor national. Il y a un pays qui tire sur le trésor national. Devinez lequel c'est ? La France. Hein ? On est le seul pays assez suicidaire pour détruire ce qui est vraiment le cœur de notre économie. Prenez un exemple. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps Alexandre Ricard, Pernod Ricard. Hein, on est à l'heure de l'apéro bientôt, donc parlons pastis. C'est une entreprise avec modération, tout ça. Hein. Il vaut à peu près 50 milliards. Donc vous demandez à monsieur Ricard, la famille Ricard, de payer l'impôt. L'impôt aujourd'hui, il est de 45%. Hein. Donc vous leur demandez de sortir à peu près 23 milliards. Est-ce qu'ils ont 23 milliards à sortir en 6 mois ? Vous pensez qu'ils ont 23 milliards à sortir en 6 mois ? Non. En revanche, ils ont 2 géants des vins spiritueux, hein, qui s'appellent Bacardi, qui s'appelle Diageo. Diageo a son siège à Manhattan. Bacardi a son siège aux Bermudes. Ils vous signent le lendemain de cet impôt à 45%, ils achètent Pernod Ricard. Et donc on a cette entreprise, hop, elle s'en va. Vous-même, vous appartenez à une entreprise familiale. Vous voulez avoir vos dirigeants à Manhattan demain ? Je vous pose la question. Mais moi, je mène l'interview. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez bien raison. Mais c'est ça le sujet. Est-ce qu'on veut garder en France nos entreprises ? On a inventé ce système pour garder dans notre pays des entreprises, donc des emplois, donc de la matière fiscale, donc des sièges sociaux, donc de la recherche et développement, etc. On ne veut pas laisser tout ça partir à l'étranger. La Cour des comptes, qui est très proche du Parti socialiste, est bourré de socialistes, c'est le refuge des socialistes. On va continuer d'en débattre dans un instant. Voilà. On va continuer d'en débattre dans un instant. Ce sont des gens qui ne sont probablement jamais allés dans une entreprise familiale. Nouveau coup de pression pour les patrons. La Cour des comptes a publié un rapport sévère sur le pacte Dutreil, ce dispositif fiscal pour la transmission d'entreprises au sein d'une même famille. Et les conclusions, en plus d'être coûteux pour les finances publiques, il s'avérait peu efficace sur l'économie et favoriserait de facto des inégalités de richesse. Écoutez comment on réagit sur ce sujet. Pour céder votre entreprise à votre descendance, le pacte Dutreil permet d'éviter que vous soyez obligé de vendre une partie de votre entreprise. Si vous êtes imposé sur l'ensemble de votre entreprise, vous allez être obligé de vendre une partie de cette entreprise. Et donc vous avez une perte de souveraineté et un risque que nos entreprises françaises, que nos fleurons industriels soient rachetés par des entrepreneurs étrangers. Il concerne en réalité assez peu les PME et ETI, 13% du volume des pactes Dutreil. Donc oui, à 500 millions, le dispositif avait du sens. À 5,5 ou 5,7 milliards d'euros, on peut légitimement considérer que ça coûte quand même très cher. Alors on en parle toujours avec Christian de Boissieu, Renaud Pilat, Valérie Nataf, avec Yves Gégaud et donc avec vous, Renaud Dutreil, ancien ministre de la fonction publique puis des PME et père du pacte Dutreil. Donc vous le comprenez, pour certains, c'est un dispositif coûteux pour l'État et qui favorise la rente des ultra-riches. Vous êtes même en colère, moi j'ai l'impression quand même. Hein ? Non, je suis inquiet pour mon pays, parce que si ceux qui dirigent notre pays livrent nos plus belles entreprises, celles qui valent cher, qui emploient beaucoup de personnes, s'ils sont prêts à les livrer à des fonds de capital investissement étrangers, si ça ne les gêne pas de vendre toutes ces belles entreprises à l'étranger, on va se retrouver avec une économie de consommateurs et on ne produira plus. Or, on sait très bien que pour financer tous nos besoins sociaux, il faut produire. Et aujourd'hui, on consomme plus qu'on ne produit. On est déjà extrêmement en retard. Ça s'appelle le déficit, ça s'appelle la dette publique, qui est l'accumulation des déficits. Il faut soutenir la production. Aujourd'hui, on a à peu près 6000 ETI, entreprises de taille intermédiaire, en France. Avant les pactes Dutreil, on en a perdu 2000. Pourquoi ? Parce que ce que M. député décrivait, c'est produit. Beaucoup d'entreprises ont été vendues
à des étrangers. Après, elles sont devenues à roulettes. C'était des arbres enracinés dans nos territoires, dans nos régions. C'est devenu du petit bois à roulettes qui est parti à l'étranger. Voilà ce qui s'est passé jusqu'au pacte d'Utrecht. Depuis les pactes d'Utrecht, et ça c'est de la statistique, vous avez une augmentation du nombre d'ETI en France. On est arrivé à 6 000. Bon. Les Allemands, ils en ont 12 000. Nous, on en aurait 12 000. On n'a plus de problème de financement de la sécurité sociale. On n'a plus de problème de financement du déficit de l'État. On finance une école de qualité. On finance une sécurité de qualité. On finance des hôpitaux de qualité. C'est pas l'État qui donne de l'argent, là. On a l'impression que l'État, il fait un cadeau de 5 milliards. Mais c'est une usurpation de dire ça. C'est malhonnête. Et pour ceux qui s'y opposent, il est favorable, votre pacte, à l'optimisation, surtout. Sans rapporter tant que ça, mais en coûtant plus que ce qu'on imaginait à la base. Mais je crois que vous n'avez pas très bien saisi le sujet. Pardonnez-moi, alors c'est pas très agréable de votre part, pardonnez-moi. Oui. Je vous soumets là les mots, par exemple, d'Éric Coquerel. Je ne suis pas Éric Coquerel, je vous soumets les mots de l'opposition. Voilà, mais si Éric Coquerel connaissait les entreprises françaises, ça se saurait. Bon, Éric Coquerel dit n'importe quoi, et le rapport de la Cour des comptes est écrit par des gens qui font un peu de politique et qui aussi sont des technocrates, rucambons, qui sont jamais allés voir ce qui se passe dans une entreprise. Moi, quand j'ai fait cette loi, j'avais pas d'idée préconçue. Je suis allé rencontrer des dizaines d'entreprises. Toutes m'ont dit, on n'a pas l'argent pour payer cet impôt. Donc s'il faut le payer, on le paiera. Mais on vendra nos titres. Vous comprenez ça? Ouais, moi, je ne comprends pas très bien, vous savez. Bon, alors, c'est parfait. Allez-y, Valérie Nataf. Non, mais c'est un débat qui dépasse et de loin mes compétences. Ce que je trouve un peu dérangeant dans la manière que vous avez de présenter ce débat, c'est de dire qu'en gros, à part vous et quelques élus, je dis élus au sens non pas de responsabilité publique, mais une élite, peu de gens sauraient ce que c'est qu'une entreprise dans le milieu politique. Pour avoir fréquenté ce milieu politique depuis quelques années, très nombreuses, hélas, je pense que ce n'est pas vrai. Et moi, je pense que c'est vrai. Bon, ok. Et je trouve qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre le monde politique et ce que j'appelle les abeilles, c'est-à-dire ceux qui produisent dans notre pays. Et écoutez-les. Vous croyez qu'ils ont envie de voter pour tel ou tel parti politique? Non. Ils cherchent une autre voie aujourd'hui. Ils sont écœurés par ces débats à l'Assemblée nationale et ils sont très surpris de l'ignorance. Ils ne savent pas, ces députés, ce que c'est qu'un EBITDA. Ils ne savent pas ce que c'est que la trésorerie dans une entreprise. Ils ne savent pas ce que c'est que le chiffre d'affaires. Ils sont d'une ignorance sur le plan économique. Il faut les mettre en troisième ou en deuxième pour reprendre des cours d'économie. Qu'il y en ait qui soient plus ignorants de ces choses-là que d'autres, je vous le concède volontiers. Je ne crois pas qu'on puisse en faire une généralité. C'est mon sentiment. Vous êtes en désaccord. Et par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit en ce moment à l'Assemblée nationale, je reprends la formule que j'ai utilisée un peu plus tôt, nous n'avons pas le mode d'emploi de ce qui s'y passe, parce qu'il n'y a plus de 49.3, parce que c'est un débat parlementaire comme on n'en a pas connu depuis des années. C'est pas la faute des entrepreneurs. Non, mais je dis pas ça, mais je dis juste que je vous dis, le spectacle de l'Assemblée est terrifiant. Elles subissent un système de gouvernance publique totalement désorganisé. Yves Gégaud aussi. C'est elles qui en font les frais. Allez-y, Yves Gégaud. Non, moi je pense que ça ouvre un autre débat. C'est qu'au fond, est-ce qu'il faut taxer les successions ? Est-ce qu'un entrepreneur qui a travaillé toute sa vie, qui va céder son entreprise productrice de richesse à ses enfants, il doit payer des impôts, sachant que l'entreprise, elle en a payé pendant toute son existence et que si elle est transmise à la génération suivante, elle en paiera aussi, tout comme les particuliers. Moi, je pense qu'on a une logique là, dans la France d'après, dans la France dont je peux rêver, il faut supprimer totalement l'impôt sur les successions. Vous payez de l'impôt au cours de votre vie, vous payeriez de l'impôt sur des flux de revenus, vous pouvez payer de l'impôt sur beaucoup de sujets, mais au moins sur les successions, sur le patrimoine productif, je pense qu'il faut même aller plus loin avec le pacte d'Utrecht, dire vous transmettez sans impôt à partir du moment où vous produisez de la richesse. Allez-y, Renaud. Alors, non, mais je vous donne le droit de ne pas être d'accord, mais je me réserve moi, d'avoir cette conviction. Bien sûr. Non, mais Yves,
le problème de supprimer les droits de succession, c'est effectivement pas sur le productif, pas sur les entreprises, ça c'est évident. Mais en revanche, sur le reste, on ne peut pas avoir, et d'ailleurs beaucoup de libéraux ont voté en 2017 pour Emmanuel Macron qui devait faire la révolution, il en a même fait le titre d'un de ses livres. Sa révolution, c'était lutter contre la rente, pour augmenter les salaires dans le privé. Les salaires dans le privé sont trop faibles. On voit aujourd'hui des jeunes, beaucoup, diplômés, et j'en vois de plus en plus, diplômés qui veulent partir à l'étranger. Cette fois, c'est pas une musique, ils le font. Les entreprises essaient de les retenir dans les grands forums de diplômés. Non, ils partent à l'étranger. On voit des entreprises, effectivement, qui ont du mal désormais à recruter. On voit des jeunes moins diplômés qui, maintenant, de temps en temps sur TikTok... Les impôts de succession viennent enrichir les salariés. Mais parce qu'il faut bien... Thierry Breton, qui a été à Bercy il y a quelques années, disait que si on réduit la dépense publique très fortement, à court terme, en gros, on fait 8-9%. C'est extrêmement difficile de la réduire tellement on a un État. J'ai pas entendu Christian Boissieu. Pour faire des économies, il faut à un moment donné prendre de l'argent, et prendre de l'argent sur la succession, c'est peut-être mieux que de le prendre sur les feuilles de paye des salariés. Christian Boissieu. Ah oui, c'est ça la logique. Je reviens sur un point. Ce qui me frappe, c'est que le débat sur le pacte Dutreil, c'est le même débat que sur la taxe Zuckman. C'est le même sujet. C'est-à-dire que pour payer des impôts, est-ce qu'il faut prendre le risque ou est-ce qu'il faut être obligé de vendre une partie de son capital, de ses actions, vers qui? Bon, c'est exactement le même débat. Bon, et deuxièmement, sur les sujets fiscaux, je veux dire, moi je trouve ça très intéressant et merci de m'inviter. J'aimerais bien qu'on ait, pas maintenant, mais dans les jours qui viennent, un peu de temps de parler de la question des dépenses et de la production. Parce que, on le redit à chaque fois, je ne suis pas tout le seul. Création de richesse. Le seul scénario de sortie vers le haut, c'est la production, c'est la création de richesse. Alors, par plus d'ETI, plus d'entreprises de taille intermédiaire. Et plus de Made in France. Et voilà, sans doute. Mais je veux dire, le fait, dernière phrase, le fait qu'il n'y ait pas assez de PME qui deviennent des ETI, nous le payons en termes d'activité et d'insuffisance d'emploi. Merci Christian de Boissieu, Renaud Pila, Monsieur Dutreil, merci Yves Gégaud, merci Valérie d'avoir été avec nous.